élèves, bonjour. Aujourd'hui, dans ce tutoriel de 10 minutes, les empreintes antiques dans la Méditerranée, Athènes, la Grèce et Rome. Le but de ce thème est de montrer les empreintes des civilisations antiques autour du bassin méditerranéen. La Méditerranée, mer au milieu des terres, Médi, milieu, Terranée, les terres, la mer au milieu des terres, une mer fermée, qui est un lieu de rencontre entre les civilisations à l'époque antique. Tout d'abord donc, les Grecs. Les Grecs sont une civilisation qui débute au 8e siècle avant Jésus-Christ et qui se termine avalée par l'Empire romain au 2e siècle avant Jésus-Christ. Cette civilisation n'est pas un État, c'est plutôt un ensemble de cités qui ont des points communs culturels. Ces cités se trouvent autour de la mer Égée et de la Grèce actuelle. Elles ont comme caractéristique commune un alphabet commun, une religion polythéiste commune, un modèle de cité commun avec une agora, une acropole, une cité et autour d'elle une campagne qui lui appartient. Ces cités, qui sont des petites cités-États, sont indépendantes. Il n'y a pas d'entité étatique qui domine toutes les cités. Elles participent aux Jeux Olympiques. Elles ont des ennemis communs, comme les Perses. Parmi ces cités, une particulièrement nous intéressera, Athènes. Ces cités ont également un comportement de colonisation. Elles vont coloniser tout autour de la Méditerranée. Par exemple, Phocée a créé la cité de Marseille, c'est pour ça qu'on dit la cité phocéenne, donc de Massalia. Mais toutes les cités grecques vont sur les côtes méditerranéennes, développer des colonies. Intéressons-nous maintenant à l'apogée du monde grec au travers de la domination d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Athènes domine la Grèce par déjà sa puissance militaire. À la suite des batailles de Marathon et de Salamine, entre moins 495 et moins 490 avant Jésus-Christ, elle vainc les Perses. À partir de là, Athènes arrive à tirer derrière elle la Ligue de Délos, et donc l'ensemble des cités de la mer Égée contre les Perses qui avaient tenté de mettre la main sur les cités grecques. Au travers de cette Ligue de Délos, Athènes fait payer un tribut aux autres cités grecques et devient puissante. Elle se distingue également par un système démocratique particulier. Démos, le peuple, en grec, kratos, le pouvoir. Dans cette cité, c'est le peuple qui va décider des lois au travers du vote des lois par l'Ecclésia, qui se réunit 10 fois par an sur la colline de la Pnyx, au centre d'Athènes. Athènes, une cité de 400 000 habitants, dont seulement 40 000 citoyens peuvent voter. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de métèques, d'esclaves, mais également de femmes et d'enfants qui sont exclus de la citoyenneté. Athènes mobilise et utilise la démocratie pour convaincre les citoyens d'adhérer à la cité, notamment à sa défense. En effet, les hoplites, soldats athéniens, sont massivement recrutés via l'éphébi, qui est le service militaire, et donc cela participe à la puissance d'Athènes. Athènes, qui est une puissance essentiellement maritime. Cette domination athénienne s'arrête à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, et elle est vaincue lors de la guerre du Péloponnèse par Sparte. Quelques éléments à connaître sur la démocratie athénienne. L'Ecclésia, qui se réunit sur la colline de la Pnyx, élit les magistrats. Parmi eux, le plus important, le stratège. Mais la démocratie grecque permet aussi à tous les citoyens de s'investir au travers du mistos, qui est on va dire comme l'équivalent d'un petit salaire qui est donné pour tous les citoyens qui sont investis dans les institutions, notamment la boulée, qui est l'équivalent du gouvernement qui va préparer les lois, mais également l'élié, qui est le tribunal. Maintenant, les traces. Les Grecs ont laissé tout d'abord des traditions. Les Jeux Olympiques, mais également en termes linguistiques, ils ont laissé un alphabet, ils ont laissé des écrits, et ils ont laissé aussi des savoirs. Ces savoirs, dans tous les domaines, nous les connaissons. En effet, la Grèce, c'est l'apogée de la science. Archimède, Syracuse, et sa célèbre poussée en physique, mais également d'autres principes de physique autour d'Aristote, notamment de mathématiques, autour de Thalès et le célèbre théorème de Pythagore, également en philosophie, avec Socrate et Platon, qui sont considérés comme les pères de la philosophie. Bref, Athènes a laissé beaucoup d'idées, les Grecs ont laissé beaucoup d'idées et ont fortement influencé nos sociétés. On peut également, pour finir, prendre le serment d'Hippocrate, ce célèbre médecin grec, qui est aujourd'hui prononcé par
tous les médecins. C'est donc un peu la source de notre civilisation, la Grèce. D'un point de vue architectural également, la Grèce a laissé une forte influence avec ses colonnes doriques, corinthiennes ou ioniques, qui sont visibles sur l'acropole par exemple, comme on le voit ici, qui ont donné le style néoclassique et qui ont inspiré par exemple des monuments comme le château de Versailles, mais également comme les monuments de la Troisième République, comme le palais de la Madeleine, par exemple l'Assemblée nationale. Bref, ils ont laissé des traces nombreuses, ces Grecs, mais principalement des traces intellectuelles et stylistiques, artistiques, qui viennent jusqu'à nous. On peut dire par de nombreux côtés que les Grecs sont les pères de notre civilisation et de notre régime politique aussi, la démocratie. Les Grecs se fondent rapidement avec les Romains. En effet, l'Empire romain qui s'élargit depuis la petite cité de Rome, créée selon la légende en moins 753 par Romulus, s'étend dans tout le bassin méditerranéen. Vers le IIe siècle avant Jésus-Christ, elle conquiert notamment la Grèce, qu'elle englobe et s'impose à tout le bassin méditerranéen. Rome connaît son apogée au 1er siècle après Jésus-Christ et est une puissance majeure. Quelle est cette puissance? Tout d'abord, Rome est une république. C'est donc une espèce de démocratie conservatrice dans laquelle les citoyens votent dans les comices, ils votent les lois. Institution qui s'appliquait à la ville de Rome, qui a des magistrats, les édiles, maires de la ville, les questeurs, qui sont l'équivalent, qui gèrent les questions économiques, les prêteurs, qui rendent la justice, mais également, et surtout, les consuls qui dirigent la cité et mènent la guerre. Ces consuls, au fil de la République, vont acquérir un pouvoir très important et essaieront d'obtenir des imperiums, donc des pouvoirs de commandement sur les légions, et qui participeront aux conquêtes. Ces consuls, qui vont devenir de plus importants, vont entraîner des guerres civiles entre différents consuls, entre César, qui a un imperium sur la Gaule, et Pompée, qui a un imperium sur l'Orient, entre Marc-Antoine ensuite et Auguste. Bref, les imperatores, donc ceux qui ont des imperiums, vont progressivement prendre le pas sur ces institutions de la République et devenir, au final, des empereurs, comme donc c'est Auguste qui, en moins 27 avant Jésus-Christ, met totalement la main sur les institutions démocratiques de la République en monopolisant les postes principaux des institutions. Parmi les institutions de la République, une est particulière, le Sénat. Le Sénat dont les membres sont des anciens magistrats et nommés par des censeurs, permet un certain conservatisme dans la République, dans le sens où ces anciens magistrats proposent des lois, valident et également donnent les objectifs aux consuls, notamment les objectifs en termes de conquête militaire. Après moins 27, l'empereur prendra le pas sur ces institutions. Ces institutions sont importantes parce que celles qui existaient pour la ville de Rome vont se décliner dans les différentes conquêtes que vont faire les Romains et la citoyenneté romaine va se développer dans tout l'Empire. Ce mouvement de développement de la citoyenneté dans l'Empire, c'est ce qu'on appelle la romanisation. Les Romains vont en effet étendre leur culture politique, comme on vient de le voir, mais également leur culture en général à tout l'Empire. C'est ce qu'on appelle la romanisation. Ils développent leur alphabet. Dans l'Empire romain d'Occident, on parlera le latin, d'Orient, le grec. Dans une moindre mesure, leur religion, avec bien sûr l'extension du polythéisme romain et des syncrétismes, avec le mélange des dieux romains et des dieux gaulois, par exemple, ou le mélange des dieux romains et des dieux grecs, ou même le mélange des dieux romains et des dieux égyptiens en Égypte. Bref, les Romains développent leur religion, mais également et surtout leur modèle urbanistique avec le cardo nord-sud et le decumanus est-ouest, sur lesquels sont construites toutes les colonies romaines, toutes les créations citadines romaines. Et aux quatre coins de l'Empire, à Tinga de Maroc, mais également à Leptus Magna en Libye actuelle ou à Vienne en France actuelle, on découvre ce style urbanistique. Donc Rome nous a laissé également, comme les Grecs, de nombreuses traces, des traces urbanistiques, mais surtout des traces politiques, et des traces linguistiques, puisque notre langue, le français, décline directement du latin, et plus de 50% des mots de notre vocabulaire viennent directement du latin, le reste venant des langues germaniques.
Voilà donc pour ce point sur les traces antiques en Méditerranée. Merci d'avoir suivi ce petit tutoriel et à bientôt pour un nouveau tutoriel.